En tant que Malien, comment vous percevez cette position du président du parti Pastef? D'abord, je commence par constater qu'il est resté cohérent avec ses discours d'avant-élection, parce que depuis qu'il était encore candidat, avant même qu'il ne soit incarcéré, sa position était claire, elle était d'encourager, on va dire, d'encourager les dynamiques souverainistes qui étaient en cours. Deuxièmement, je constate qu'il s'est inscrit dans la réaffirmation de la fraternité entre le Sénégal et les autres pays du Sahel, parce qu'il ne faut pas oublier que le Sénégal est un des pays du Sahel. C'est extrêmement important. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est la façon dont le discours est porté. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, quand il dit « je me refuse d'être », parce qu'il dit certes, personne ne veut des coups d'État, personne n'encourage les coups d'État, mais je me refuse d'être de ceux qui jugent, analysent les symptômes et refusent d'analyser les causes. Pour moi, à travers ses propos, il s'est positionné. Il s'est positionné dans ce que moi j'appelle le vrai réalisme politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons que ce sont les travers de la gouvernance dans l'espace ouest africain qui nous ont conduits aux situations qui existent actuellement au Sahel. C'est parce que les élections démocratiques, entre guillemets, ont toujours été tronquées dans notre espace. C'est parce que la gouvernance démocratique a été très généralement tronquée à travers l'utilisation de la justice par les pouvoirs en place, à travers la manipulation du processus électoral, à travers les abus successifs qui ont eu lieu, et à travers le détournement même du suffrage des populations lors des différents rendez-vous électoraux, que justement les populations sont sorties manifester pour s'inscrire en faux contre les régimes qui étaient entre guillemets démocratiquement installés. Donc il y a eu dans l'espace ouest africain ce changement, sinon ce parallélisme des paradigmes. Le paradigme politique porté par les organisations sous-régionales et les régimes classiques en place, qui consiste à considérer que la légitimité démocratique et politique ne vient que des urnes. Et au niveau de l'opinion publique, un autre paradigme est né, que j'emprunte le mot à un de mes grands frères et collègues maliens, Ben Mamata Touré, qui parle de la légitimité d'exercice, en opposition à la légitimité de droit. La légitimité de droit étant issue justement des élections, des urnes, et la légitimité d'exercice étant issue du peuple directement. Du peuple, voilà. C'est-à-dire que l'approbation que le peuple a vis-à-vis de l'action publique. C'est-à-dire quand l'action publique rencontre le besoin public, justement. Et je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui de s'inscrire dans cette voie. C'est-à-dire qu'on arrête de juger systématiquement et qu'on décide d'analyser finalement quelles sont les causes de l'instabilité de la démocratie et de la gouvernance dans l'espace ouest africain, et qu'on aille vers des solutions réfléchies, raisonnables et opérationnalisables. Il est important qu'on pose sur la table, c'est pourquoi d'ailleurs l'Union des jeunes pour la paix et la nation africaine, que j'ai l'honneur de présider, a initié en 2022 l'Assemblée citoyenne des peuples de l'Afrique de l'Ouest sur l'état et les perspectives de la gouvernance et de la démocratie qui a eu lieu en février 2022 à Bamako. Et cela a été sanctionné par une déclaration qu'on a appelée la déclaration de Bamako, dans laquelle on fait le constat des principaux dysfonctionnements de la démocratie et de la gouvernance dans l'espace ouest-africain, et on pose un certain nombre de recommandations fortes adressées aux différents dirigeants. Au plus fort de la crise qui a secoué le Sénégal de mars 2021 à février 2024, en tout temps, lors des événements de juin, il y a eu des exilés sénégalais qui ont été reçus, accueillis au Mali, notamment le leader de la jeunesse patriotique, Maître Ngagne Demba Touré. Je ne sais pas si vous avez suivi cet épisode. Il a été accueilli au Mali. Pensez-vous que cet accueil qui lui a été réservé dans votre pays puisse avoir un effet supplémentaire dans les relations entre le Pastef et les autorités qui sont présentement au Mali? Alors, merci de souligner cet épisode. Il faut dire que le Mali est une terre d'accueil. Le Mali est une terre qui a toujours affirmé la fraternité africaine. Et un Africain ne se sent jamais étranger au Mali, dans la vie publique et tout. C'est classique
C'est classique que des frères persécutés ou qui ne sont pas en sécurité ailleurs viennent au Mali et soient correctement accueillis. C'est aussi la même chose au Sénégal. Hein. Beaucoup de citoyens d'autres pays sont exilés ici au Sénégal. Oui. Je crois que ça fait partie de notre culture. Après, il faut rappeler que le Sénégal et le Mali, c'est un seul pays. C'est le même pays. Ouais. On a pris l'indépendance en tant qu'un seul pays. Voilà, il y a eu des circonstances malheureuses qui ont fait qu'on est devenu deux pays différents, mais en réalité, à la base, c'est le même pays. Oui. Donc, là, le fond de culture est vraiment le même. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que bien entendu, dans des circonstances difficiles, ceux qui ont su avoir l'amitié attentive deviennent des relations solides à l'avenir. Donc, bien entendu, dans ces circonstances difficiles, les gens avec lesquels on a passé les mois difficiles deviennent des gens plus proches de nous, des gens auxquels on est plus enclin à tendre l'oreille et auprès desquels on est plus enclin à se porter. Donc, je pense que cela peut contribuer à renfermer les relations entre le Mali et le Sénégal. Parlant d'oreilles et de bouche, pensez-vous que le président du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, puisse convaincre les présidents, les chefs d'État maliens, burkinabés, nigériens, de revenir à la maison, comme ça a été dit lors de sa visite au Ghana, une visite récente qu'il a effectuée au Ghana. Le président du Sénégal met le panafricanisme au sommet de ses préoccupations. Pensez-vous qu'il puisse réussir cette mission? Alors, premièrement, je commence par dire que pour moi, dans la vie, il n'y a que deux choses qui sont impossibles. La première, c'est celle qu'on décide qu'on n'est pas capable de faire. Et la deuxième, c'est celle que le temps finit par nous empêcher de faire. En dehors de ces deux, tout le reste est possible. Mais pour revenir à la question plus spécifique, il faut dire que la sortie annoncée du Mali, du Niger et du Burkina de la CEDEAO n'est pas une fugue. C'est pas une fugue, c'est pas comme une épouse qui est qui est mécontente et qui claque la porte. Non, le Mali est un pays initiateur de la CEDEAO, pas seulement fondateur, initiateur de l'initiative de la CEDEAO a été prise à Bamako, par le président du Nigeria et le président du Mali. Donc, et le Mali, comme tout le monde le sait, est un des pays pionniers dans toutes les initiatives panafricaines. Donc nous sommes profondément panafricains. La question qui se pose autour de la CEDEAO, il faut d'abord comprendre la question pour savoir quel type de solution on peut trouver. Et aujourd'hui, la CEDEAO a connu une mutation. Cette mutation, c'est qu'elle a dévié de ses objectifs de naissance. Les raisons pour lesquelles la CEDEAO a été créée, c'était de créer les conditions d'une intégration africaine, de fluidifier les échanges, les mouvements des personnes et des biens dans l'espace ouest africain, de créer un tissu économique harmonisé, voilà, et des procédures douanières harmonisées. N'est-ce pas? Quand on regarde, la CEDEAO s'est transformée de plus en plus en un instrument politique. Un instrument politique coercitif. Coercitif, mais qui raisonne et décide sur la base d'une grille de lecture de plus en plus exogène. Et malheureusement, sur les crises... Pas seulement la France. Quand je dis exogène, c'est... Le monde est fait d'espaces d'influence. Bien entendu, toutes les relations humaines sont des relations d'influence. Maintenant... celui auquel vous êtes le plus exposé vous influence le plus en fonction de ses intérêts. Cette exposition, elle peut être d'ordre économique, d'ordre politique, d'ordre culturel, ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est que ce qui meut les décisions dans l'espace ouest africain semble venir plus de l'extérieur que de l'intérieur. Parce que les décisions qui ont été prises, non seulement peuvent souvent paraître inopportunes, mais au-delà de ça, elles vont jusqu'à aller à l'encontre des objectifs même de création de l'organisation. Et quand une organisation, à la création de laquelle on a participé, se transforme jusqu'à sembler devenir un instrument coercitif contre soi, c'est-à-dire un instrument de répression contre soi, et que non seulement c'est un instrument de répression, mais elle remet en cause les raisons même pour lesquelles vous l'avez créé, alors elle perd son sens. Et c'est comme ça que les pays de l'AES ont fini par voir la CEDEAO. C'est par faute politique, faute de lecture politique, faute d'approche politique. Je pense que ce qui a été dit
par le président Bassirou Diomaye Faye, c'est qu'il va tout faire pour que justement ces pays ne quittent pas la CEDEAO, mais en engageant aussi les réflexions et les réformes qui sont nécessaires pour que l'organisation puisse revenir à elle-même. Et moi, je pense que si l'organisation reprend justement les raisons de sa naissance et corrige les tirs par rapport à un certain nombre de choses, il n'y a pas de raison justement que ces pays-là quittent. Parce que au-delà de l'organisation CEDEAO, l'espace ouest-africain a un seul fonds national. C'est le même pays. C'est cet espace qui a servi à l'Empire du Ghana, à l'Empire du Mali, à l'Empire Songhai, et qu'on appelle ça à l'AOF. Voilà, française, et plus que ça. Donc c'est pour dire que les liens séculaires entre les populations et entre les États sont si forts que tant qu'on a une possibilité de rester ensemble, chacun saisira l'opportunité. Mais au Mali, la situation, la transition commence à durer, non? 1 an, 6 mois, 2 ans, là on est presque à 4 ans. La transition, à quand la fin de la transition? Et quand l'organisation d'une présidentielle au Mali? Alors, il sera très bien intelligent, celui qui sera capable de vous donner une réponse nette à cette question. Je ne saurais prétendre à une telle érudition. Tout ce que je peux dire, c'est que le Mali traverse une période charnière de son histoire. Depuis 1960 que nous avons pris l'indépendance, notre pays a connu une succession de crises. On a eu une première transition en 1968, une deuxième en 1991, une troisième en 2012, et depuis 2020, nous sommes dans une autre transition, n'est-ce pas? Ce qui est aussi important à dire, c'est que cette transition, elle est un peu particulière par rapport aux autres. Particulière en ce que elle intervient en un moment où le pays était pratiquement géré par procuration. C'est-à-dire que les 2 tiers, plus que les 2 tiers d'ailleurs, pratiquement, je dirais même les 80% du pays, étaient gérés d'une part par les forces internationales, d'autre part par les groupes armés signataires d'un accord, et d'autre part par des groupes terroristes. Et l'État n'avait que vraiment 20 à 40% du territoire. Alors, c'est la question de l'existence même du Mali qui se posait. Et pendant ce temps, ce n'est pas seulement que le pays est occupé, c'est qu'on avait, il faut le rappeler, le contexte dans lequel la transition est intervenue, chaque jour, on avait des villages entiers qui étaient brûlés, avec femmes, enfants, bétail, brûlés ensemble. C'était vraiment le cauchemar que personne n'aurait imaginé possible un jour au Mali. Donc, c'est pour cela que quand vous allez voir la charte de transition, le premier objectif que la charte de transition assigne aux autorités de la transition, c'est de restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire, l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'État. C'est la première chose que les Maliens réunis les 10, 11 et 12 septembre ont demandé en priorité numéro 1 aux autorités de la transition. Et c'est inscrit dans la charte de transition. C'est extrêmement important. Ce n'est même pas que dans la feuille de route, c'est même dans la charte de transition. Pour que les gens comprennent. Et quand on regarde l'approche qui a été adoptée pour atteindre cet objectif, ce n'est pas forcément l'approche qui a été édictée dans la feuille de route de transition. Parce que l'approche édictée dans la feuille de route de transition était graduelle à travers une relecture potentielle de l'accord, une renégociation des choses, ainsi de suite. Cette voie a été tentée, des efforts énormes ont été fournis dans cette voie, et finalement, elle s'est révélée insoluble. Et finalement, donc, les autorités ont opté pour le réarmement, le renforcement des capacités de défense et la reconquête territoriale à travers les moyens militaires, c'est-à-dire les moyens d'un État souverain. L'affirmation sans embâche de la souveraineté de l'État à travers la restauration de la puissance publique et de son monopole par le monopole de la force et de la violence par la puissance publique. Et cet exercice a demandé, bien entendu, plus de temps. Ça a demandé plus de moyens, donc plus de sacrifices. Il y a eu des efforts calculés qui ont été faits. Oui, Kidal a été... C'est vrai que Kidal est un grand symbole. Les gens regardent Kidal comme un grand symbole. Mais pour avoir eu la chance d'être, on va dire, dans l'équipe à un moment donné, dans ce travail, je sais que il y avait des défis beaucoup plus importants que Kidal. Beaucoup plus importants.
Quand on arrivait en 2020, le centre du pays n'était pas du tout entre les mains de l'État. Mais absolument pas. Et le centre a été récupéré aussi. Le centre a été largement récupéré. C'est vrai qu'il y a encore des poches de résistance, il y a toujours des possibilités de nuisance par ces forces, mais aujourd'hui, le centre est récupéré. Le nord du Mali, à part la ville de Gao, la ville de Tombouctou, même là, qui était partiellement entre les mains de l'État, tout le reste était hors contrôle. Aujourd'hui, de plus en plus, le territoire est contrôlé. L'État était même dans l'incapacité d'être présent. C'est-à-dire, la question, ce n'est pas de gouverner, c'est déjà d'être présent. Oui. Je vous dis, la première fois que je suis descendu à Kidal, la mission, en tant que chef de la mission d'appui à la réconciliation nationale, le drapeau que je porte, mais à la descente de l'avion, on m'a pratiquement intimé de l'enlever. J'ai dit, mais jamais, je ne peux pas. Je suis représentant de l'État, je ne peux pas enlever. Et vous étiez toujours en terre malienne. En terre malienne. Et quand on est allé dans la cour du gouvernorat pour organiser la rencontre, les gens m'ont demandé non d'enlever le drapeau. J'ai dit, jamais, je ne peux pas faire la réunion sans le drapeau. C'est pas possible. Pour vous dire à quel degré les esprits étaient. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte à quel point de hisser le drapeau malien, à quel point le pays n'existait presque du territoire malien. Il y a des espaces. Quand on est parti à Taoudéni pour la rencontre à Agoni, mais les gens m'ont dit non, il faut enlever le drapeau. J'ai dit non, c'est pas possible, parce que je ne peux pas enlever le drapeau. Je suis parti avec mon drapeau. Et le ministre est venu avec son drapeau. Mais il a fallu défier. L'opinion publique même était effrayée à l'idée simple que quelqu'un puisse présenter le drapeau. Pour vous dire à quel degré la souveraineté de l'État, l'existence de l'État, la reconnaissance même de l'État par les populations était remise en cause. Donc l'effort qui est en train d'être fourni par la transition pour restaurer le Mali, parce que c'est de ça qu'il est question, pour restaurer le Mali sur le territoire malien, il n'est pas très souvent compris par beaucoup d'acteurs. Parce que les gens sont loin. Hein? Et pas d'élection avant cela. Bon, la question des élections est une autre question. D'accord. C'est une autre question. Et il était prévu qu'on ait 18 mois. Au bout des 18 mois, les assises nationales de la refondation ont défini des objectifs et ont relancé la chose pour 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, je note quand même que les objectifs majeurs de la transition ont été atteints dans une large mesure. Les 6 priorités qui ont été fixées à la transition, à 70-80% ont été atteintes. Et la priorité qui était la plus difficile à atteindre, c'était la réforme constitutionnelle. Elle a été réussie. Elle a été réussie, on a pu avoir une nouvelle constitution, même si tout le monde n'est pas unanime là-dessus. En tout cas, les urnes ont tranché et le peuple malien a adopté cette constitution à une large majorité, à une écrasante majorité des voix exprimées. Donc à partir de ce moment, on peut dire que le défi est relevé. Maintenant, pourquoi est-ce que les élections aujourd'hui sont décalées? Je ne saurais dire exactement. Un, parce que je ne suis pas dans l'appareil, donc je ne connais pas les réalités exactes qui justifient cela. Et 2, parce qu'il n'y a pas eu de communication officielle par les autorités pour dire les raisons pour lesquelles eh bien, ce changement a lieu du moins. Et troisièmement, je pense qu'il y a un dialogue intermalien qui a été organisé récemment et au cours de laquelle des recommandations ont été faites. Sauf que ce sont des recommandations. Ce n'est pas une décision politique. Donc ça ne lie pas les autorités. Ça ne lie pas les autorités et ça ne lie pas l'opinion publique. Ce sont des recommandations formulées à l'occasion d'un dialogue. Maintenant, nous attendons que les autorités se prononcent sur la question. C'est eux qui ont la chose en main. C'est eux qui savent pour la reconquête du territoire et la restauration de la souveraineté où en sommes-nous. C'est eux qui savent par rapport aux défis existentiels sur le plan économique. Parce qu'il ne faut pas oublier que les postures de souveraineté qui ont été adoptées et la posture de reconquête territoriale par les armes ont généré des adversités internes et externes extrêmement solides et souvent pernicieuses qui peuvent menacer significativement la stabilité du pays. Et seuls ceux qui ont le pays en main sont à même de savoir à quel degré cela se trouve et c'est eux qui peuvent juger de comment est-ce que ces questions peuvent être réglées. C'est pourquoi c'est à eux qu'il appartient de communiquer à l'opinion publique et de dire clairement voilà où nous en sommes, voici les défis, voilà ce qui est possible. Et en ce moment, le débat se fera. Mais comment comprendre cette interdiction ou suspension de toutes les activités politiques au Mali? Comment comprendre cette mesure? Alors, d'abord, personnellement, ce n'est pas une décision que moi j'aurais prise. Et si j'avais non plus à conseiller, ce n'est pas une décision que j'aurais conseillée. Et moi, je pense sincèrement, à titre personnel, que c'est une erreur. C'est une erreur politique qui a été commise. Mais ça, c'est mon avis à moi, en tant qu'individu. Toutefois,
celui qui a le pouvoir, celui qui a la responsabilité publique, est la seule à savoir exactement les enjeux qui sont sur la table. Et pourquoi est-ce qu'il prend une décision. Mais il lui incombe la responsabilité de communiquer de façon audible et compréhensible pour que l'opinion publique comprenne. Ce que je déplore, c'est qu'il n'y ait pas eu justement cette communication et qu'il n'y ait pas eu de dialogue pour que l'opinion publique puisse s'harmoniser autour des enjeux. Toutefois, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le dialogue a eu lieu, ça s'est terminé. On attend de voir quel usage les autorités en feront et comment est-ce qu'on va aller. Et j'espère que très rapidement, cette suspension va être levée et que les acteurs politiques et les acteurs civils pourront exercer leurs responsabilités constitutionnelles telles que édictées, parce que la constitution qui a été promulguée par le président Assimi Goïta récemment réaffirme la responsabilité et la place des partis politiques dans la vie publique du pays, et je pense qu'il serait extrêmement important qu'on s'inscrive dans l'observation de ces prérogatives que la constitution édicte. De plus en plus, on sent une certaine distance entre l'imam Dicko et les autorités de la transition. Comprenez-vous cette nouvelle attitude, entre guillemets, de Imam Dicko, en tout cas ce malaise qui règne, entre guillemets, entre Imam Dicko et les autorités de la transition? Bon, moi je note que l'imam Mahmoud Dicko est quand même une personnalité publique extrêmement importante au Mali, qui a bénéficié de toute la confiance et de tout le respect des autorités actuelles de la transition. Et en l'occurrence, quand la transition se mettait en place, il était aux premières loges. Il fait partie des premières personnalités désignées pour la désignation même du président de la transition et du vice-président de la transition, parce que c'est un collège de désignation qui a eu lieu, dans lequel collège justement il figurait. Dans la formation du premier gouvernement, il a joué un rôle éminemment important. Maintenant, en cours de route, leurs chemins se sont distendus. Pour quelle raison? Quelle en est la cause? Seul l'imam Dicko, les autorités de la transition et Dieu le savent. Nous autres, nous ne le savons pas. Nous ne connaissons pas les raisons de cette distance installée entre eux. Donc, on ne saurait se permettre de le commenter. Ouais. Toutefois, ce qui est important à noter, c'est que aujourd'hui, l'imam Dicko est en dehors du pays. Je n'ai pas entendu ni vu une communication ou un document quelconque l'interdisant de rentrer au Mali ou le menaçant s'il arrive au Mali, en tout cas pas de la part des autorités. Je n'en ai pas connaissance. Je sais que les autorités ont fustigé qu'on appelle ça le fait qu'il ait été reçu en même temps que certains groupes par le président algérien dans le cadre de l'accord, alors que ces groupes étaient déclarés comme terroristes par le gouvernement. Mais je n'ai pas connaissance d'une communication directe adressée à l'imam Dicko qui le menace. Et il est toujours en Algérie. Bon, je ne sais pas où il est, mais à ma connaissance, il n'est pas encore rentré au Mali. Oui. Voilà. Maintenant, à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs, des journalistes, des acteurs de l'opinion publique, qui ont des opinions divergentes au pouvoir, qui s'expriment, mais qui s'expriment dans une certaine mesure, dans le respect justement de la législation en vigueur, et qui jusqu'à présent ne sont pas inquiétés, même si beaucoup d'autres personnes ont été arrêtées parce que... D'autres emprisonnés. Oui, beaucoup ont été emprisonnés parce que justement il y a un certain nombre d'instruments juridiques qui, il faut le préciser aussi, pour la plupart existaient avant l'avènement de la transition et qui ont été simplement mis en application. C'est-à-dire les instruments juridiques, sont généralement des délits la de cybercriminalité, les instruments juridiques sur les délits de presse, les instruments juridiques, en fait différents types d'instruments juridiques. Je pense que le procureur est sorti faire un point de presse là-dessus pour expliquer un peu l'atteinte au crédit de l'État, comment ça se fait, les questions liées à la diffamation, la cybercriminalité, comment ça se fait. Et il faut dire que ces instruments ont été créés avant l'avènement de la transition. Même si le pôle spécialisé a été opérationnalisé pendant la transition, la loi a été votée avant et beaucoup d'instruments ont été faits avant. Et vous, votre position par rapport à la transition, avez-vous des ambitions personnelles ou vous restez dans cette posture d'accompagnement
de cette posture d'observation, quelle est votre position par rapport à ce qui se passe au Mali et quelle est votre orientation politique? Alors, vous savez, moi, je suis un éternel militant. Un éternel militant, militant du Mali, et le Mali lui-même étant par essence panafricain. C'est pour cela que vous voyez, je préside l'UJPNA depuis 2008, l'Union des jeunes pour la paix et la nation africaine. Avant ça, j'ai été secrétaire général du club OUYA, à l'époque, avant que ce soit l'Union africaine. Donc depuis très tôt, depuis à bas âge, je suis dans l'engagement panafricain. En 2013, j'ai participé à la création d'un parti politique qui s'appelle Panafrique, dont je suis le secrétaire général. D'ailleurs, qui a participé aux élections présidentielles en son temps, avec Alousseini Abamega comme candidat. Donc voilà. Et depuis 2013, j'ai fait le choix de... En fait, depuis que les élections de 2013 sont passées, le parti avait fait une alliance, donc j'avais fait le choix de rester dans ma profession de sociologue, de chercheur et d'expert. Et c'est dans cette profession que j'ai été sollicité en 2020 pour accompagner l'installation de la transition. Ensuite, j'ai été sollicité pour être chef de la mission d'appui à la réconciliation nationale. Et après, j'ai été sollicité pour être chef de cabinet du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Mais c'était toujours dans un engagement thématique bien précis, apporter une expertise et voilà, ma contribution à la construction de la paix et de la cohésion dans le pays. Pour ce qui concerne ma vision politique, elle n'a pas changé. Et votre avenir elle politique? Est panafricaine. Elle est, mon orientation politique est basée sur une vision que nous avons appelée l'affranchisme. Et l'affranchisme est un projet politique que nous avons pour le Mali, pour l'avenir. Est-ce que vous projetez d'être candidat à la prochaine présidentielle, même si on n'a pas encore de date? Bon, pour le moment, il n'y a même pas de présidentielle annoncée. Oui. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura une présidentielle annoncée. Ce qui est certain, mes ambitions politiques pour le Mali sont intactes. Et comme je l'ai dit, je suis un éternel militant. À chaque opportunité, on saisira, on se positionnera pour décider comment est-ce qu'il faut intervenir. Mais notre objectif reste le même: contribuer à la construction d'un Mali solide et un Mali qui sera une locomotive pour le projet panafricain et pour finalement aboutir à la construction d'une nation africaine unie, affranchie et prospère. Et cela n'est pas forcément un objectif à court terme, c'est un objectif de court, moyen, long et très long terme. Merci beaucoup Mouhamadou Diawara. C'était pour nous un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Tolway Seneweb TV, le premier site d'information de l'Afrique francophone. C'était pour nous un plaisir. Je vous laisse